Ils riaient de moi, jusqu'à ce que mon avion devienne leur pire cauchemar. Bonjour, je m'appelle Antoine Lefebvre, j'ai 26 ans. Pilote de chasse dans l'armée de l'air française en pleine Seconde Guerre mondiale, j'ai grandi dans la campagne paisible de la Haute-Loire, loin des tumultes de la Grande Guerre. Pourtant, ce jour d'avril 1943 allait bouleverser à jamais ma vision du ciel et du combat aérien. Ce que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'un affrontement inattendu, celui d'un vieux monde contre une machine brute et implacable qui allait changer la guerre dans les airs pour toujours. Depuis plusieurs années, notre pays est occupé. Les combats se déroulent à haute altitude, là où seuls les meilleurs pilotes et leurs avions les plus agiles peuvent survivre. J'étais alors affecté dans un petit escadron basé près de Chartres, chargé de défendre les routes aériennes qui survolent la frontière. À bord de mon Morane Saulnier MS.406, un chasseur français modeste mais maniable, j'observais avec une certaine défiance l'arrivée des nouveaux avions américains que l'on surnommait déjà les tonneaux volants à cause de leur taille massive et de leur allure peu élégante. Ces machines, les Républiques PI-47 Thunderbolt, étaient surnommées ainsi par les pilotes allemands, et bientôt, elles allaient devenir le symbole d'une puissance que personne n'avait anticipée. Ce matin-là, le ciel était d'un bleu limpide, et l'air glacé du printemps se mêlait à la tension palpable qui régnait dans la formation. Nous avions repéré une escadrille américaine montant en altitude, leurs moteurs vrombissaient avec une puissance presque bestiale, si différente de nos avions plus légers et plus fragiles. Je me souviens avoir pensé que ces engins ne tiendraient pas la distance, qu'ils seraient facilement dépassés par nos chasseurs rapides et expérimentés. Mais j'étais loin de me douter que ce combat allait devenir un tournant, un moment où l'ingéniosité industrielle américaine allait remettre en question toute notre stratégie et notre confiance. Les pilotes allemands, habitués à dominer le ciel avec leurs Messerschmitt rapides et leurs Focke-Wulf agiles, regardaient ces énormes machines avec mépris. Pour eux, c'étaient des cibles faciles, des porte-avions volants maladroits qui ne pouvaient rivaliser avec la finesse et la rapidité de leurs appareils. Mais ce jour-là, en contemplant ces silhouettes lourdes qui montaient lentement vers notre altitude, j'ai senti que quelque chose d'inédit allait se produire, quelque chose qui allait changer la guerre aérienne bien au-delà de cette matinée d'avril 1943. La suite vous révélera comment ces avions, d'abord ridiculisés, allaient devenir la terreur des cieux européens, comment mon propre regard sur la guerre allait être bouleversé, et comment l'aviation française allait observer, impuissante, la naissance d'une nouvelle ère où la puissance brute l'emporterait sur l'agilité et la finesse. Ce matin d'avril, alors que le soleil venait à peine de caresser les toits de Chartres, je me préparais pour une mission de routine. Nous étions une quinzaine de pilotes à décoller, survolant les champs encore humides de rosée, pour intercepter une formation ennemie signalée dans le secteur nord-ouest. La tension était palpable, même si l'habitude nous avait appris à masquer la peur derrière un masque de confiance. J'étais encore jeune, mais déjà aguerri par plusieurs combats contre les pilotes allemands, dont certains avaient déjà une réputation redoutable. Pourtant, ce jour-là, ce n'était pas eux qui m'inquiétaient, mais plutôt ce que je ne connaissais pas encore, les avions américains, ces mastodontes qui allaient bientôt défier toute notre expérience. Le commandant de notre escadrille, un homme nommé capitaine Dubois, nous avait briefé rapidement. La nouvelle formation américaine semblait massive, composée de nombreux chasseurs lourds escortant des bombardiers. Leur altitude était élevée, bien plus que ce que nous avions l'habitude d'affronter. Nous devions monter rapidement pour les intercepter avant qu'ils n'atteignent les zones sensibles. Je montais dans mon cockpit, enfilant mon casque et vérifiant mes instruments avec une précision presque obsessionnelle. Le Morane Saulnier était agile, mais fragile, et je savais que je devrais me montrer vigilant pour ne pas devenir une proie facile. Dans le ciel, les silhouettes se dessinaient peu à peu. Les avions américains, avec leurs carlingues massives et leurs moteurs rugissants, semblaient presque immobiles comparés à nos chasseurs légers qui dansaient autour d'eux. Je pouvais voir leurs verrières en forme de bulle, où les pilotes semblaient presque enfermés dans une cabine spacieuse, contraste saisissant avec notre cockpit étroit et exposé. Leurs ailes robustes portaient des armes lourdes, 8 mitrailleuses Browning, un véritable déluge de feu à l'horizon. Nous étions méfiants, certains ricanant même de ces monstres qui, selon eux, n'avaient ni la vitesse ni la maniabilité pour s'imposer. Mais je sentais au fond de moi que leur force brute cachait un potentiel dangereux. La tension monta d'un cran lorsque notre chef de patrouille ordonna l'attaque. Nous devions profiter de la surprise et frapper vite, avant que ces géants ne puissent riposter. À mesure que nous approchions, je remarquai que les Américains ne tentaient pas d'esquiver nos assauts comme les pilotes allemands ou britanniques. Ils maintenaient leur formation, leur puissance de feu menaçante prête à être déchaînée. Je sentis un frisson d'appréhension, mêlé à une curiosité intense. Était-ce la fin de notre domination dans les airs? Ou simplement un nouveau défi à relever?
Je ne le savais pas encore, mais ce jour-là, dans ce ciel au-dessus de la France occupée, tout allait basculer. Les jours précédant cette mission, les rumeurs circulaient dans notre escadron à Chartres. On parlait de ces nouveaux avions américains, les Tonnerre, comme certains les appelaient déjà avec un mélange de moquerie et d'incrédulité. Ils semblaient lourds, maladroits, incapables de rivaliser avec la finesse de nos chasseurs de Watine ou des Messerschmitt allemands qui nous tenaient en respect depuis des années. Pourtant, leurs pilotes, fraîchement arrivés d'outre-Atlantique, étaient pleins d'enthousiasme et d'une confiance presque naïve. Certains d'entre nous, plus expérimentés, regardaient cela avec suspicion. Après tout, nous avions affronté les meilleurs pilotes allemands, aguerris par des années de combat sur plusieurs fronts. Comment de jeunes Américains, novices dans ce ciel européen, pourraient-ils faire la différence? Pourtant, derrière cette apparente maladresse, il y avait un secret, une force brute que nous ne pouvions encore comprendre. Leur avion, le Republic PI-47 Thunderbolt, n'était pas un chasseur typique. Il pesait presque 2 fois plus que nos appareils habituels, doté d'un moteur monstrueux capable de propulser cette machine massive à des vitesses impressionnantes, surtout en piqué. Mais ce qui étonnait le plus, c'était son blindage et son armement, 8 mitrailleuses lourdes capables de déchaîner un feu d'enfer sur n'importe quel adversaire. Le commandant Dubois nous avait mis en garde, ne cherchez pas à les suivre dans un combat tournoyant. Ils ne sont pas faits pour ça. Mais méfiez-vous de leur puissance de feu et de leur capacité à encaisser les dégâts. Ces mots résonnaient étrangement. Nous étions habitués à des duels rapides, des manœuvres serrées où l'agilité primait. Ici, il semblait que la stratégie allait devoir changer, que la lourdeur pouvait devenir une arme. Ce qui m'intriguait le plus, c'était l'attitude de ces pilotes américains. Malgré leur inexpérience, ils semblaient maîtriser leur machine avec une détermination farouche. Je savais qu'il ne fallait pas sous-estimer leur courage, même si leur manque d'expérience les rendait vulnérables. Mais dans un combat aérien, l'expérience est souvent ce qui sauve la vie. Au fur et à mesure que notre formation approchait, je pouvais sentir la tension monter, les regards échangés, les mains crispées sur les commandes. Nous allions bientôt découvrir si ces Tonnerre étaient vraiment des monstres maladroits ou les précurseurs d'une nouvelle ère dans la guerre des airs. Ce que je ne savais pas encore, c'était que cette rencontre allait marquer le début d'un changement irréversible, un choc entre la tradition et l'innovation, où la force pure allait redéfinir les règles du combat aérien. Le moment de l'affrontement était enfin arrivé. Dans le ciel clair au-dessus de la vallée de la Loire, notre escadrille de Morane-Saulnier s'approchait de la formation américaine. Leur silhouette imposante se détachait nettement contre le bleu limpide, un groupe serré d'avions robustes montant lentement à haute altitude. Leur puissance était palpable, chaque moteur rugissant comme une bête prête à bondir. Malgré leur apparence massive, ils semblaient parfaitement coordonnés, gardant une formation serrée, presque intimidante. Notre capitaine Dubois donna l'ordre d'attaque. Nous nous élancions, moteur hurlant, cherchant à contourner ces Tonnerre pour frapper là où ils seraient les plus vulnérables. J'essayais de garder mon calme, mais mon cœur battait à tout rompre. J'avais déjà affronté des ennemis redoutables, mais cette fois, c'était différent. La masse de ces avions, leur blindage impressionnant, tout cela créait une impression de puissance brute écrasante. Je tentai une première passe, plongeant derrière un PI-47, prêt à tirer. Mais à ma surprise, les rafales de mitrailleuses lourdes se déchaînèrent instantanément, un mur de feu qui semblait vouloir engloutir tout ce qui s'approchait. J'entendis le sifflement des balles rasant mon aile, des éclats qui ricochaient contre la carlingue fragile de mon avion. L'impact me fit vaciller, et je dus manœuvrer violemment pour éviter un tir plus précis. Autour de moi, mes camarades subissaient le même sort. Plusieurs furent forcés de rompre l'attaque, blessés ou désemparés par la puissance de feu dévastatrice des Thunderbolt. Je pouvais sentir la peur s'insinuer, une sensation nouvelle et déroutante face à cette force écrasante. Pourtant, nous ne pouvions pas reculer. Il fallait continuer, comprendre cette nouvelle menace. Je remarquai alors quelque chose d'étonnant, malgré les impacts, aucun de ces avions massifs ne semblait faiblir. Des éclats de balles parsemaient leurs carlingues, des impacts pleuvaient sur leurs ailes, mais ils continuaient à avancer, imperturbables, comme s'ils étaient construits pour encaisser ces attaques. C'était une révélation troublante. Notre tactique habituelle, basée sur la rapidité et la précision, semblait inefficace face à cette machine conçue pour résister et riposter avec une puissance dévastatrice. Au fil des minutes, le combat s'intensifiait. Je sentais la fatigue monter, la concentration nécessaire pour esquiver les rafales incessantes. L'air vibrait du bruit des moteurs, des explosions et des tirs.
Chaque seconde comptait, chaque décision pouvait être fatale. Ce premier contact avec le Thunderbolt fut une leçon brutale, ce n'était pas un adversaire comme les autres. La guerre aérienne venait de changer, et nous étions au cœur de cette révolution. Le combat fit rage dans le ciel azuré au-dessus de la campagne française, transformant cet espace paisible en un véritable enfer de feu et de métal. J'étais toujours accroché à mon manche, luttant pour garder le contrôle de mon Moran Solny qui commençait à souffrir des impacts. Chaque rafale ennemie semblait vouloir percer la peau de mon appareil fragile, et je sentais la chaleur des balles frôler ma peau à travers le cockpit. La peur ne me quittait pas, mais je refusais de baisser les bras. Alors que je tentais de regagner de l'altitude pour me repositionner, un des Thunderbolts passa à côté de moi, son immense carlingue marqué d'impact, mais toujours robuste et imposant. Le pilote semblait concentré, presque impassible, comme s'il était conscient d'une supériorité tranquille. Je compris alors que ce n'était pas seulement la puissance des armes qui faisait la différence, mais aussi la capacité de ces avions à encaisser les coups et à continuer à se battre, malgré l'enfer qu'ils traversaient. Mes camarades tombaient autour de moi, certains gravement touchés, d'autres contraints à un atterrissage d'urgence. Le ciel se remplissait de fumée noire, de débris et de cris étouffés. Mais les Thunderbolts, malgré leur lourdeur, ne semblaient pas ralentir leur avance. Leur vitesse en piqué était impressionnante, et ils utilisaient cette force pour frapper rapidement avant de remonter à haute altitude, hors de portée de nos attaques. J'essayais de me souvenir des consignes du capitaine Dubois, ne vous engagez pas dans des combats tournoyants avec eux. Utilisez votre agilité, frappez puis disparaissez. Mais dans la confusion et la peur, il était difficile de garder la tête froide. Pourtant, j'avais compris une chose essentielle, ce combat ne pouvait pas se gagner avec les anciennes méthodes. Il fallait s'adapter, apprendre à connaître cette machine, ses forces et ses faiblesses. Peu à peu, la formation américaine commença à exploiter sa supériorité en altitude et en puissance. Ils dominaient le ciel comme un mur de métal et de feu, imposant leur rythme, brisant notre résistance. Je vis un de mes amis, le lieutenant Moreau, effectuer une manœuvre désespérée pour échapper à une rafale, son avion crachant des flammes avant de s'écraser dans un champ en contrebas. Ce fut un coup dur pour nous tous. Alors que je me retirais pour regrouper mes forces, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une admiration mêlée d'effroi pour ces Thunderbolts. Ils étaient devenus plus qu'un simple avion de chasse, une force implacable, un monstre d'acier que rien ne semblait pouvoir arrêter. Ce combat venait seulement de commencer, et il annonçait une ère nouvelle, où la puissance industrielle et la résistance mécanique allaient redéfinir le combat aérien. Je ne savais pas encore jusqu'où cette bataille allait nous mener, mais une chose était certaine, le ciel ne serait plus jamais le même. Alors que je regagnais un peu d'altitude, le poids de ce que je venais de vivre me tombait dessus avec une force écrasante. Comment avions-nous pu sous-estimer un tel adversaire? Ces avions américains, que nous avions d'abord pris pour des monstres maladroits, s'étaient révélés être des machines conçues pour la guerre totale, capables d'encaisser des dégâts que nos appareils n'auraient jamais supportés. Je repensais à la façon dont les tirs avaient déchiré les ailes de mes camarades, comment certains avaient été forcés de rompre le combat ou s'écraser au sol, tandis que les Thunderbolts semblaient presque indestructibles. Je me demandais alors ce que nous aurions pu faire différemment. Peut-être qu'en adaptant notre tactique, en évitant les combats serrés et en jouant davantage sur notre maniabilité, nous aurions pu limiter les pertes. Mais même cette idée me semblait fragile face à la puissance de feu dévastatrice et à la résistance mécanique de ces avions. Leur blindage, leurs moteurs puissants capables de maintenir une vitesse élevée même à très haute altitude, tout cela formait un ensemble presque invincible. Je ne pouvais m'empêcher de penser à ces pilotes américains, jeunes et inexpérimentés, mais qui, malgré tout, maîtrisaient leur machine avec une détermination farouche. Ils étaient les instruments d'une industrie et d'une nation capable de produire en masse des avions d'une qualité et d'une puissance jamais vues. Nous, de notre côté, étions presque à bout de souffle, avec des appareils vieillissants et des pilotes fatigués par des années de combat. Ce combat n'était pas seulement une bataille dans les airs, c'était un choc entre deux philosophies, la finesse et l'agilité contre la force brute et la robustesse. Et pour l'instant, je devais reconnaître que la force brute semblait prendre le dessus. Mais cette pensée me glaçait le sang. Que serait l'avenir de l'aviation française, de notre combat, si nous ne trouvions pas rapidement une réponse à cette menace? Alors que je regagnais la base, les images de ce combat restaient gravées dans mon esprit. Le fracas des moteurs, le sifflement des balles, la fumée noire des avions en flammes. Mais aussi la silhouette imposante des Thunderbolts, indifférents aux dégâts, avançant toujours. Une certitude s'imposait à moi, la guerre dans le ciel venait de changer,
et nous étions peut-être en train de perdre la bataille avant même de comprendre l'ampleur du défi. Pourtant, au milieu de ce chaos, une étincelle d'espoir persistait. Peut-être que cette nouvelle machine, aussi redoutable soit-elle, avait aussi ses faiblesses. Peut-être que, si nous parvenions à les découvrir, à adapter nos tactiques, nous pourrions encore inverser le cours des choses. Mais cette pensée restait fragile, alors que le grondement lointain des moteurs américains continuait de résonner dans mes oreilles, comme un avertissement sourd et implacable. Alors que je pensais avoir saisi toute l'ampleur de la menace que représentaient les Thunderbolts, un événement inattendu vint bouleverser encore davantage ma perception de la guerre aérienne. Quelques semaines après notre premier affrontement au-dessus de la Loire, un rapport parvint au quartier général. Un pilote français, le lieutenant Marcel Durand, avait réussi à ramener un PI-47 gravement endommagé à l'aérodrome de Tours, après un combat acharné contre une formation allemande. Ce qui étonnait tout le monde, c'était l'état de l'appareil criblé d'impacts, brûlé par endroits, mais toujours capable de voler. Ce récit, à première vue anodin, allait marquer un tournant. En examinant les dégâts, nos mécaniciens découvrirent que ce chasseur américain pouvait encaisser des coups que nos avions ne supporteraient jamais. Le moteur radial, protégé par un blindage épais, continuait de tourner malgré les trous béants dans la carlingue. Des éclats de balles avaient traversé les ailes, mais la structure restait intacte. Le lieutenant Durand lui-même témoigna avoir été surpris par la résilience du Thunderbolt, qui semblait presque indestructible. Mais ce n'était pas tout. Des témoignages de pilotes allemands, interceptés par nos services ou rapportés par des agents de liaison, racontaient des épisodes similaires. Des avions américains touchés à plusieurs reprises, mais qui continuaient à avancer, refusant de tomber. L'un d'eux décrivait un combat où un PI-47, malgré des dégâts importants, avait réussi à neutraliser plusieurs chasseurs ennemis avant de regagner sa base. Ces histoires, qui semblaient sortir d'un roman, avaient une résonance troublante. Ce retournement de situation m'obligea à remettre en question tout ce que je pensais savoir sur l'aviation militaire. Nous avions longtemps cru, à tort, que la supériorité technique et l'agilité étaient les clés du succès. Mais ces avions robustes, lourds et puissants, issus de la production industrielle américaine, montraient une autre vérité: la durabilité et la puissance de feu pouvaient inverser le rapport de force, même face à des pilotes plus expérimentés. Je me souviens d'une conversation avec le capitaine Dubois, où il admit avec amertume que nous devions revoir nos tactiques, nos doctrines. Antoine, nous ne pouvons plus nous permettre de combattre comme avant. Ces avions ne sont pas faits pour les dogfights à basse altitude. Ils frappent fort, ils encaissent encore plus fort. Nous devons apprendre à les combattre autrement, ou accepter de perdre ce ciel que nous avons chéri. Cette révélation fut un choc, mais aussi un appel à l'adaptation. Car dans cette guerre, comme dans toutes les grandes batailles, seule la capacité à évoluer pouvait offrir une chance de survie. Pourtant, une question restait en suspens: jusqu'où cette machine pouvait-elle aller? Et quelle surprise réservait-elle encore aux pilotes français et alliés dans les semaines à venir? Ce mystère allait bientôt trouver une réponse, mais pas sans un prix lourd à payer. Quelques semaines après ces révélations troublantes, le ciel de Normandie fut le théâtre d'un événement qui allait marquer les esprits et bouleverser à jamais notre perception de la guerre aérienne. Ce jour-là, une formation de 12 chasseurs français, emmenés par le lieutenant Durand, fut attaquée par une escadrille allemande. Parmi eux, un PI-47 Thunderbolt, piloté par un jeune aviateur américain dont le nom résonnerait plus tard dans les annales de la guerre, Jean Morel. Durant ce combat acharné, le lieutenant Durand perdit le contrôle de son avion, grièvement touché. Mais ce fut la suite qui stupéfia tout le monde. Jean Morel, malgré les dégâts visibles sur son appareil, ne se laissa pas intimider. Son Thunderbolt, criblé d'impacts, poursuivit sa mission avec une ténacité presque surnaturelle. Ce que personne n'avait anticipé, c'était la capacité de cette machine à continuer à voler, à riposter, même quand tout semblait perdu. Alors que le combat faisait rage, un Messerschmitt 109 tenta une attaque décisive contre Morel, visant à abattre ce monstre qu'il voyait comme une cible facile. Mais contre toute attente, le Thunderbolt encaissa les tirs, son moteur grondant toujours avec la même puissance. Morel riposta avec une précision dévastatrice, déclenchant un barrage de balles qui réduisit en débris l'appareil ennemi en moins de quelques secondes. Cette scène, rapportée par plusieurs témoins, fit le tour des bases alliées et même ennemies. Les pilotes allemands, qui avaient longtemps méprisé ces avions lourds et peu maniables, commencèrent à ressentir une peur nouvelle, mêlée de respect. Le Thunderbolt n'était plus une curiosité, ni un simple engin maladroit, c'était un prédateur redoutable, capable de dominer le ciel, même dans les pires conditions.
Ce retournement inattendu força les commandements alliés et français à revoir leur stratégie. Les tactiques de combat changeaient, s'adaptant à cette nouvelle réalité où la puissance brute, la résistance et la puissance de feu surpassaient souvent la finesse et l'agilité. Jean Morel devint rapidement une légende, un symbole de cette nouvelle ère où la technologie industrielle américaine s'imposait sur le champ de bataille. Pour nous, pilotes français, cette victoire partielle était un mélange d'admiration et de crainte. Nous avions devant nous une machine presque indestructible, pilotée par des hommes prêts à tout pour défendre leur pays. Mais au-delà de ce respect, une question brûlait nos esprits, comment faire face à cette force implacable, capable de résister aux pires assauts et de revenir toujours plus forte? Le combat venait de prendre une tournure que personne n'avait prévue, et la suite promettait d'être encore plus intense, plus cruelle. Ce qui suivit cette bataille légendaire au-dessus de la Normandie fut une escalade d'intensité et de violence que je n'aurais jamais pu imaginer. Le Thunderbolt, cette colossale machine d'acier et de feu, devint le cauchemar vivant des pilotes allemands et, en quelque sorte, un défi personnel pour chacun d'entre nous. Chaque rencontre avec ces tonnerres se transformait en un véritable enfer, une lutte à mort où la puissance brute surpassait toute stratégie classique. Je me souviens d'un jour où, en pleine mission d'escorte, notre formation fut surprise par une escadrille ennemie. Les Thunderbolts, comme des bêtes sauvages, plongèrent du ciel avec une vitesse et une force dévastatrices. Le fracas de leurs moteurs, le rugissement de leurs mitrailleuses, créaient une atmosphère apocalyptique, presque irréelle. Leurs tirs ne semblaient jamais faiblir, un véritable mur de plomb s'abattait sur nous, impitoyable et constant. Mais ce n'était pas seulement leur puissance de feu qui impressionnait. C'était leur résistance, leur capacité à encaisser l'impensable. J'ai vu des Thunderbolts revenir à la base, leurs carlingues criblés d'impact, des ailes en partie arrachées, des moteurs en feu, mais toujours capables d'atterrir. Ces avions défiaient les lois de la physique et de la guerre, transformant le ciel en un champ de bataille où la survie semblait devenir une question de chance plus que de compétence. Cette réalité créait une tension presque insupportable parmi les pilotes. La peur devenait tangible, palpable, une présence constante qui s'immisçait jusque dans nos rêves. Les vétérans racontaient que même les plus aguerris se retrouvaient paralysés face à cette force brute. Chaque mission était une épreuve, chaque combat un défi contre un adversaire qui semblait invincible. Pourtant, au cœur de cette tempête de feu et d'acier, une lueur d'espoir persistait. Nous savions que cette machine, aussi redoutable soit-elle, n'était pas sans faille. Son poids et sa taille imposante limitaient sa maniabilité dans certains contextes. Nous commencions à comprendre qu'il fallait exploiter ses faiblesses, adapter nos tactiques, et surtout, ne jamais sous-estimer l'ingéniosité humaine face à la puissance mécanique. Mais cette bataille pour dominer le ciel prenait une tournure de plus en plus dramatique. Chaque victoire était payée au prix fort, chaque défaite laissait derrière elle une trace indélébile. Le Thunderbolt n'était plus seulement un avion, il était devenu un symbole de la guerre moderne, de la puissance industrielle alliée, et de la brutalité sans compromis d'un conflit qui ne laissait aucune place à la faiblesse. Alors que le ciel continuait de gronder sous le feu des mitrailleuses, une question brûlait dans mon esprit, jusqu'où irions-nous pour vaincre cette machine, et quel serait le prix à payer pour reprendre le contrôle des cieux français? Le combat n'était pas seulement aérien, il était devenu une lutte pour l'âme même de la guerre. Les semaines qui suivirent cette période d'intensité extrême furent marquées par une atmosphère lourde, presque irréelle. Le ciel au-dessus de la France était devenu un théâtre où le rugissement des moteurs et les éclats des mitrailleuses dessinaient une symphonie de destruction et de désespoir. Chaque sortie était une épreuve, chaque combat une danse macabre avec la mort. Mais ce que je n'avais pas encore compris, c'était que cette guerre dans les airs allait bientôt atteindre un point de rupture, un moment où tout basculerait de manière aussi violente qu'inattendue. Alors que les Thunderbolts continuaient à dominer, leur puissance grandissant avec chaque mission, une rumeur commença à circuler parmi les pilotes et les mécaniciens. Une rumeur sur une nouvelle technologie, une évolution qui pourrait changer la donne. Certains parlaient d'avions encore plus rapides, plus maniables, capables de rivaliser avec la brutalité des tonnerres. D'autres murmuraient l'arrivée d'armes secrètes, d'innovations tactiques qui pourraient enfin briser ce mur d'acier. Mais dans l'immédiat, ce qui préoccupait le plus, c'était la fatigue, le poids des pertes, et cette impression croissante que nous étions pris au piège dans un engrenage infernal. L'aviation française, malgré son courage et sa détermination, semblait impuissante face à cette machine américaine, symbole d'une force industrielle sans équivalent. Un soir, alors que je contemplais les étoiles depuis la piste d'atterrissage de notre base, une pensée me traversa l'esprit, lourde de sens et de peur, et si nous n'étions que les témoins d'un monde qui s'effondre? Ce sentiment d'impuissance,
mêlé à une étrange fascination pour ces avions qui défiaient toute logique, me hantait. Le tonnerre du combat continuait de gronder au-dessus de nous, annonçant que la guerre n'était pas prête de s'arrêter. Mais au-delà des batailles, des victoires et des défaites, un mystère plus profond se dessinait. Quel serait le véritable coût de cette domination aérienne? Et surtout, quelles ombres se cachaient derrière le rugissement des moteurs et le claquement des mitrailleuses? Je ne peux que vous laisser avec cette question, alors que le ciel s'obscurcit lentement, prêt à révéler de nouveaux secrets, de nouvelles batailles, et peut-être, une fin que personne n'aurait pu imaginer. Car dans cette guerre, comme dans la vie, tout peut basculer en un instant. Et parfois, ce sont les ombres qui tracent la route la plus sombre.